Bonjour, moi enfin je ne sais pas si je suis un manque d'idées, mais je suis un tout petit peu, je me suis organisé un tout petit peu de manière plus académique. Et j'étais un tout petit peu, j'avais la trouille de l'affrontation, de la confrontation avec le public. J'ai essayé de me cacher derrière la lecture et... Alors, je vais essayer de ne pas être trop soporifique. De temps en temps, je vais essayer de lever la tête et de vous sourire. Bon. Mais en tout cas, si vous avez envie de profiter, profitez-en. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écriture du cinéma d'animation? Et le premier carton, il est là, c'est bon. Et... Non, oh, mince. J'enlève ça. Alors, on peut commencer par les constats. Le cinéma d'animation utilise une quantité de formes très importante, du dessin animé à la pixelation, des marionnettes aux images de synthèse, du minimalisme de Milcol au naturalisme des films de science-fiction en passant par l'abstraction musicale. Les catégories dont il faut en tenir compte sont nombreuses. Donc, mettons tout de suite au pluriel le mot écriture. Clic. Qu'est-ce que sont les écritures du cinéma d'animation? Bien entendu, on parle d'écriture au sens métaphorique, car il s'agit d'écriture littéraire aussi bien que plastique, musicale, chorégraphique, dramaturgique, cinématographique et d'autres, le tout s'intégrant dans un ensemble qui constitue le cinéma d'animation. Est-ce que je vais très vite? Ça va? Bon. Il faut noter également que ces écritures évoluent et se transforment à travers le temps. Par quel point commencerions-nous? Le propos d'un cinéaste d'animation, mais ceci est valable généralement, est conditionné par au moins deux facteurs. Vous voyez trois. Alors, par le contexte dans lequel on se trouve, on ne fait pas les mêmes films dans une favela de Rio et dans la Film Academy de Baden-Württemberg. Deuxième, par le médium qu'il va utiliser. On ne fait pas les mêmes films avec un crayon et une image de synthèse. C'est une évidence. Ce n'est qu'après que peuvent se poser les questions du propos et de l'écriture elle-même. Commençons par le contexte. La question peut se formuler plus précisément, le contexte. Quand j'ouvre la bouche pour parler, qui est-ce qui parle de ma bouche? Là, je vais accélérer. Le contexte culturel, social, géographique, historique est le premier à prendre la parole, souvent même à notre insu. Je ne vais pas m'y attarder beaucoup, mais rappelons certains traits importants du contexte du XXIe siècle. Informatisation, développement technologique, Internet, accessibilité aux outils numériques, découvertes scientifiques fascinantes, banalisation des images en mouvement, communication généralisée, village planétaire, mondialisation et aussi crise économique, crise énergétique, crise écologique, crise de surpopulation, menaces nucléaires, réchauffement climatique, biotechnologie menaçante, nanotechnologie menaçante. Si on fait un petit, je vous ai fait peur. Si on fait un petit pas en arrière depuis la chute du mur de Berlin, fin de la bipolarisation du monde, communisme-capitalisme, fin des grands récits, selon le philosophe Jean-François Lyotard, apparition aux années 80-90 du postmodernisme, avec une prédilection pour le nomadisme, c'est des termes consacrés, l'hybridation, l'éclectisme et la proclamation
de la fin de l'histoire. Peut-être vous avez entendu parler de cette thèse de Fukuyama dans le passé, qu'effectivement ça a duré très longtemps. Oui. Ensuite, retour des idéologies, résurgence des pensées religieuses, libéralisme, domination de la spéculation financière, interdépendance des économies USA, Chine, Europe, surendettement, c'est un grec qui parle, émergence de nouvelles puissances, Inde, Amérique latine, Chine, crise du monde occidental, crispation nationaliste, néonazisme, fanatisme militant, terrorisme. Mais bien entendu, le contexte de quel on parle n'est pas seulement sociopolitique. Le fait que quelqu'un a eu l'idée d'organiser ce colloque et de payer même mon billet pour venir à Fontevraud, mais merci au passage, fait aussi partie du contexte. Mais pourquoi j'évoque tout cela? Parce que je ne peux pas m'extraire, même si j'écris des histoires d'amour. Auteurs et spectateurs, nous n'existons qu'au sein d'un contexte que nous influençons, mais qui nous conditionne. Le plus visible dans notre domaine du cinéma d'animation, c'est l'impact de production de séries télévisées ou de l'industrie du jeu vidéo et l'extraordinaire pression culturelle que ces maîtres ou modèles de pensée exercent sur les écritures de l'animation. Je vais faire juste une petite parenthèse. J'étais un moment du côté de la Corée. Tous les étudiants, mais sans exception, ils faisaient exactement le même univers. Et ça, c'est vraiment une espèce de situation, personnellement, je trouve alarmante. Enfin, peut-être avec les yeux d'un occidental, peut-être dans leur culture, c'est quelque chose qui est légitime, et correct, et normal, etc., etc. Mais en tout cas, ça fait c'est une question. Alors, on a parlé un peu du contexte. Les médiums, les matériaux avec lesquels on écrit, conditionnent à son tour ce que l'on écrit. La sculpture en bronze crée d'autres formes que la sculpture en marbre, aussi bien que la peinture à l'huile comparée à l'aquarelle. La langue française oblige à faire un choix entre vous voyez et tutoyer, ce qui n'est pas une obligation pour la langue anglaise. Le passage de la pointe au pinceau a transformé radicalement l'écriture pictographique chinoise. Et les exemples ne manquent pas. Le message, c'est le médium, déclarait jadis Marshall McLuhan. Sans lui donner une telle exclusivité, nous constatons que le médium participe largement au message. Quels sont donc les matériaux de base du cinéma d'animation avec lesquels on est censé écrire? L'animation elle-même, les mouvements, dirait-on. Mais toutes les images cinématographiques sont des images animées. L'appellation du CNC récemment, d'ailleurs, a changé. Il a intégré cette phrase de l'image animée. Où est donc la différence entre cinéma et cinéma d'animation? Là, je voulais rester un peu, je vais le laisser un tout petit peu parce que je crois que c'est le plus important, enfin c'est un peu mon idée. La différence entre cinéma et cinéma d'animation, soit par l'image, soit par les mouvements, le cinéma d'animation se déclare toujours ouvrage subjectif et non copie objective de la nature. Le cinéma, au contraire, dans sa matière première, ça je le souligne, c'est le matériau de base, la matière première, d'images en défilement rapide et régulière, cherche à passer pour copie objective de la réalité. D'un côté, on a une manifestation de la subjectivité, de l'autre côté, on a une revendication d'une objectivité. Le cinéma d'animation intègre dans sa matière première et de façon inséparable l'indice de sa nature d'artefact. Un dessin qui bouge n'est pas un fait de la nature.
Un homme photographié qui vole dans les voisins de McLaren, par exemple, ne manifeste pas non plus un état naturel. C'est un malentendu largement repris et qui veut que le cinéma en prise de vue réelle copie la réalité à la manière d'un moulage temporel, d'une empreinte, là c'est des citations, ou d'une momie de changement. Là je cite des auteurs. Le cinéma contemporain, contrairement à ce que défend Bazin, Deleuze ou Tarkovsky, j'ai trouvé Mitry aussi plus récemment, le cinéma donc ne sait pas copier le temps. Ça c'est très important. Alexeïev, qu'on a cité tout à l'heure, donnait déjà à son époque une explication assez claire de ces sujets en expliquant le rôle de l'obturateur d'une caméra. Si vous voulez, j'ai préparé, mais c'est un peu technique, donc s'il y a des questions, après à la fin, j'ai amené des petites images, on peut développer ces explications. Pour l'instant, je passe. Il y a une confusion entre ce qui est identique et ce qui est analogue concernant le temps inscrit ou produit par le cinéma. La différence entre les deux options cinématographiques, cinéma et cinéma d'animation, est une différence idéologique. L'une idéologie dissimule, l'autre dévoile la convention qui lui permet d'exister. On peut distinguer le cinéma à partir de ces points. On peut parler de cinéma à convention dissimulée pour le cinéma de prise de vue réelle et de cinéma à convention dévoilée pour le cinéma d'animation. Cinéma à convention dissimulée, cinéma à convention dévoilée. Là où le cinéma instrumentalise la qualité à la fois séduisante et fallacieuse du trompe-l'œil, le cinéma d'animation propose directement la métaphore. Le matériau du cinéma d'animation est directement métaphorique. Le matériau de l'autre cinéma devient métaphorique en passant par le filtre du trompe-l'œil. Se positionner par rapport à cette différence, quand on s'interroge sur les écritures cinématographiques, a une importance capitale. Enfin, après le contexte qu'on a parlé au début, le médium donc cinématographique, on arrive au propos. Nous voilà ainsi directement dans le terrain des métaphores. Fabriquer des métaphores, développer un monde parallèle de références, telle est la tâche de l'art et du cinéma d'animation en ce qui nous concerne. Mais alors, quelle est l'importance des métaphores? Pourquoi devrait-on en fabriquer? L'apprentissage utilise largement la comparaison. Pour apprendre, on imite. Godard disait la première fois que j'ai imité, c'était quand j'ai dit maman. Et pour connaître, on projette des hypothèses dans notre environnement pour vérifier ensuite leur exactitude ou leur erreur. Ça, c'est un fonctionnement physiologique que chacun expérience. C'est notre physiologie qui nous pousse à cela. La perception fonctionne ainsi. La découverte des neurones miroirs a confirmé dès les années 90 que notre cerveau emploie les mêmes neurones pour une action que nous voyons ou que nous faisons nous-mêmes. Ça va? Je vous fatigue pas trop? Je vais essayer de... Bon. Courage. Il y a 4 pages. Bon, je vais essayer d'accélérer le rythme. Alors, l'imitation, le rêve, la métaphore représentent des processus du même ordre. Fabriquer des métaphores vient ainsi fabriquer des matrices d'accueil sur lesquelles nous vérifierons nos hypothèses
Ce processus, il est important de le souligner, est largement préconceptuel et pré-linguistique. L'association des idées, c'est-à-dire émotionnelle, pas logique. L'association des idées, l'association des actions ou l'association des formes sont des processus par contagion émotionnelle. Ils opèrent par empathie avant que l'intellect ne s'en empare. Or, ce processus est très fragile à cause justement de l'intellect qui cherche à tout rationaliser. Une association spontanée de deux éléments rendus intelligibles a tendance à se fixer sur une explication, détruisant en conséquence la nature ouverte des métaphores. Les métaphores nous concernent, l'ouverture c'est quelque chose d'important. Les métaphores vieillissent. Saturées de nos interprétations, elles changent de nature et deviennent des symboles. Non plus des matrices ouvertes et accueillantes de multiples interprétations, mais du propos condensé, immédiatement identifiable. D'où le besoin vital du renouvellement permanent des métaphores, la création de nouvelles œuvres, le renouvellement des écritures. La culture est comme un organisme vivant qu'il faut alimenter en permanence. Comme dans un corps biologique où les cellules se renouvellent et se remplacent, tout en cumulant les savoirs qui restent derrière elles. Renouveler les formes est synonyme de vie, car il n'y a pas de vie statique figée. Et la vie n'existe qu'à travers les changements. Or, si la recherche et les changements sont des facteurs de vitalité pour les écritures en art, il existe d'autres facteurs qui conduisent des métaphores à la dégradation par la sclérose. Pour le cinéma d'animation, plus concrètement, il existe des facteurs qui contrarient son épanouissement en tant que forme d'art. Nous allons examiner certains de ces facteurs. La condensation symbolique que nous venons de voir en étant l'affirmation exacerbée d'un style au détriment de la pluralité, notamment celle développée par les transitions industrielles, là on est un peu dans une certaine contradiction, est un équivalent plastique de la fixation des symboles. L'industrialisation des métaphores pour des raisons commerciales est un facteur qui s'oppose à leur renouvellement. Malgré la concurrence interindustrielle, les objectifs commerciaux sont de créer des typologies pérennes, de forger des habitudes, de fabriquer des fans en série. En tant que forme aboutie, tout style exerce une fascination, mais se transforme avec le temps en académisme. Exploitant cette fascination vendeuse, les écritures industrielles du cinéma d'animation privilégient la stylisation, la fixation sur leur marque. De l'industrie nord-américaine à l'industrie nippone, les standardisations sont nombreuses. Bien entendu, il peut y avoir création à l'échelle industrielle. Ça, il faut le souligner. La question est plutôt l'orientation et les conséquences que la méthode. Les conséquences que la méthode. Encore que l'un n'est pas indépendant de l'autre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le cinéma d'animation me semble plus proche de la littérature que du cinéma, dans le sens où le cinéma d'animation exprime, comme la littérature, des subjectivités immédiatement, tandis que les propos obsessionnels du matériau cinématographique, comme on a dit, et ressemblance avec la réalité avant qu'une quelconque subjectivité puisse s'exprimer. À la place des mots, le cinéma d'animation utilise tout matériau auquel il attribue de la mobilité. Ainsi, toute forme, y compris les mots dans leur aspect graphique, se met à danser ou à marcher, créant d'innombrables expressions originales. Ainsi, une des grandes difficultés pour les écritures du cinéma d'animation réside justement sur cette richesse. Difficile d'embrasser, je crois qu'on a fait une allusion tout à l'heure sur ça, difficile d'embrasser la totalité des variations. Ainsi, on constate que l'on s'arrête souvent sur une trouvaille technique sans la développer, sans aller plus loin. Cette superficialité marque fréquemment les écritures en animation, mais témoigne également de la jeunesse de ce cinéma. Toute proportion gardée, l'émerveillement devant les effets techniques rappelle la fascination qu'exerçaient les effets de fumée
et les feuilles virevoltant sous le vent des films des frères Lumière. Cette focalisation sur la curiosité technique, qui devient le propos même du film, constitue l'une des maladies enfantines du cinéma d'animation qui mérite d'être dépassée. Se contenter de parler le dialecte plastique je suis désolé, mais j'arrive pas vraiment à aller plus vite. Ça va, vous tenez les coups? Oui, ça va, allez, ça va. Allez-y. D'accord. Alors, cette focalisation sur la curiosité technique qui devient le propos même du film, constitue l'une des maladies enfantines, on l'a dit. Se contenter de parler le dialecte plastique proposé par une technique ou de certains logiciels est une variation de cette maladie enfantine. Les lignes lissées automatiquement par des logiciels vectoriels, l'empreinte spécifique des films en 3D, l'hypermobilité de la caméra, l'automatisation des intervalles, les divers effets et transitions, la constitution de bases de données de formes et de mouvements, mais aussi faire un film avec des pliages ou des brindilles et de la terre, sans autre raison que la curiosité primaire du résultat, sont des manifestations, à mon avis, qui flirtent dangereusement avec cette maladie. Il faut préciser que les innovations technologiques, particulièrement images de synthèse, numérisation des images, logiciels de traitement d'images en série, etc., proposent des solutions qui deviennent très vite des outils incontournables. Sauf qu'en même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'ils amènent un propos spécifique ou des lunettes pour voir le monde. Pour clarifier cette idée, on peut remarquer que toutes les langues font la même chose. C'est pour cette raison que Roland Barthes qualifiait les langues de fascistes. Sauf que l'esthétique imposée par une langue ou par un matériau comme le bois et le marbre est une chose, l'esthétique imposée par Microsoft ou Adobe par exemple, en est une autre. Bien entendu, je ne parle pas d'un refus de ces outils, ce serait naïf. Je parle de l'usurpation du propos que ces outils ont tendance à vouloir faire. Comme on résiste aux matériaux que l'on sculpte, il faut résister aux facilités et à l'idéologie latente des technologies. Je crois que si on devrait désigner un objectif pour l'évolution des écritures du cinéma d'animation, il serait d'essayer de se placer au-dessus de ces fixations, maniérisme, superficialité ou néo-académisme et de ressaisir les propos qui ne devraient pas être celui du médium ou des intérêts économiques, mais celui du vécu et du ressenti humain. Retrouver les propos de fond, remettre les outils à leur place d'auxiliaire, voilà la tâche qui nous revient, et dans notre domaine du cinéma d'animation, cette tâche est assez vaste. Quelles sont donc les écritures du cinéma d'animation? On peut inventer des écritures singulières des tours de force émouvants. On peut aussi fabriquer industriellement des métaphores pour la consommation des fans en manque de repères. On peut aimer les métaphores, on peut aimer l'argent qu'elles rapportent. Parler d'écriture revient à parler de toutes choses qui puissent être écrites, la note banale de mes courses par exemple, comprise. Par défaut, le mot écriture, dans le contexte spécifique d'un colloque, évoque plutôt littérature, qualité. C'est le contexte, comme on disait, qui ajoute cette précision sous-entendue latente. Quand on parle d'écriture du cinéma d'animation, on y amalgame des œuvres d'art et des produits de consommation, même les plus vulgaires. Bien entendu, les frontières de séparation ne sont pas claires, et c'est là que réside la difficulté. Comment dévoiler les vilaines marchandises qui se dissimulent sciemment parmi les œuvres d'art pour bénéficier de leur aura? La question n'est pas répondue ici et nécessite certainement beaucoup de débats
pour espérer délimiter certaines frontières. Nous l'avons dit dès le début, les écritures du cinéma d'animation sont plurielles. Il est difficile de développer dans si peu de temps les particularités de chaque variation formelle. Nous avons ainsi préféré d'essayer de circonscrire leur territoire. Vous l'avez compris, et c'était assez long. Mais il est certain que dans le contexte de Fontevraud, celui d'une école d'art, au MIP TV ou au Cartoon Forum, on n'entend pas la même chose quand on parle d'écriture de cinéma d'animation. Vu la quantité de matériaux que le cinéma d'animation peut mobiliser, et malgré l'obsession centenaire de l'industrie de cantonner le cinéma d'animation au public enfantin, comme nous disait notre amie Valérie tout à l'heure, les écritures ne peuvent qu'être infiniment nombreuses. Dans ce sens, nous sommes en droit d'affirmer que les écritures du cinéma d'animation sont en grande partie celles qui restent à inventer. Mais alors, seront-elles des stéréotypes reproduits massivement ou des propositions vivantes, nouvelles, intrigantes? Je crois que nous sommes en mesure, me semble-t-il, d'influencer la réponse. Et j'approche à la fin. Devant l'envahissement de notre domaine par des écritures instrumentalisées, je ne peux pas résister à la tentation d'exclamer avec vous, j'espère, vive les métaphores libres. J'ai chronométré, mais je ne sais pas. En tant que partisan de la liberté, on n'a pas coupé. Jusqu'au bout, on a écouté. Je crois que c'était important. Alors évidemment, c'est extrêmement frustrant, parce qu'on pourrait, à partir de ce qui s'est dit, là, d'ouvrir 2 jours de débat. C'est justement l'objet. C'est-à-dire que cette table ronde, je pense que le débat qui va suivre va être assez court, parce qu'on va être tenu par le temps. Je ne vais pas qu'on empiète trop sur l'atelier suivant, mais encore une fois, cet atelier est volontairement frustrant dans la mesure où il doit ouvrir des pistes, des dossiers, des questions pour nos 2 jours. Donc, même si on n'a pas forcément le temps, oui bien sûr, mais même si on n'a pas forcément le temps de revenir sur tout ce qui s'est dit là maintenant, on va quand même faire un petit peu circuler la parole, et puis on aura d'autres moments pour revenir sur ces différentes questions. Donc peut-être Jean-Luc tout de suite, et puis on va faire aussi circuler le micro. Je m'agitais pendant le travail remarquable de Georges. Je voulais juste faire remarquer quelque chose, c'est un phénomène assez curieux. Sur ce plateau, il y a 2 théoriciens, en fait, et 2 praticiens, c'est-à-dire des gens dont on sait le gagne-pain, etc. Et on voit très très bien la ligne de partage tout de suite. C'est-à-dire que tout le monde, évidemment, est pour les métaphores libres, bien sûr, vive les métaphores libres, mais les lignes de partage telles qu'elles sont posées dans cette brillante démonstration, j'ai beaucoup de mal à y souscrire. J'ai beaucoup de mal à souscrire, par exemple, à cette ligne de partage qui voudrait que d'un côté il y ait le commerce et que de l'autre côté il y ait et que de l'autre côté il y ait une espèce de création ex nihilo comme ça qui puisse s'exprimer dans une atmosphère totalement libérée de tout. Pour moi, les 2 se nourrissent énormément. La destination des gens qui s'expriment d'abord en toute liberté, sans moyens, est évidemment d'aller chercher les moyens, donc à un moment de rencontrer cette nécessité du commerce ou de l'industrie. Donc, c'est pas pour défendre le commerce et l'industrie qui est génératrice d'énormément de choses mauvaises, mais pour dire simplement qu'il n'y a pas de solution de continuité de l'un à l'autre. Il y a un changement d'état des individus qui peuvent commencer à s'exprimer dans l'un des domaines et ensuite, naturellement, aller vers l'autre. Ensuite, je voulais relever simplement un détail qui a été dit, mais qui est très important, qui est la fin des grands récits, qui est pour moi un truc qui est obsessionnel. C'est-à-dire que l'échec de la littérature, notamment française ces derniers temps, tient à ça, tient au fractionnement du récit, au retour au récit individuel par rapport au grand récit collectif, aux écritures, comme vous disiez. Et je pense que l'animation a un mot extraordinaire à dire là-dedans, comme le dessin. D'abord parce que le dessin précède l'écriture, il faut le savoir et le redire toujours. C'est-à-dire que c'est un des arts premiers de l'homme, avec la musique. Et que le dessin est, contrairement à ce que vous disiez, et là je contradis complètement là-dessus, naturellement associé à l'enfance.
parce que c'est une forme de représentation littérale. C'est une forme de représentation précisément au départ non métaphorique, non sans litote. Quand dans la bande dessinée vous voulez représenter une voiture, vous voulez dire une voiture, vous représentez une voiture. Le fait que la bande dessinée, le dessin animé nous renvoie à l'enfance fait que d'une certaine manière, il rouvre la porte à la possibilité de réimporter les grands récits. Et on se rend compte, ça vaut pour le travail de Sfar dans le Chat du rabbin et pour beaucoup d'autres, notamment la manière par exemple de réenvisager la guerre à travers les yeux d'une Marjane Satrapi ou d'un Harry Folman. C'est une manière de reprendre des choses qui sont devenues trop compliquées à gérer par la fiction fractionnée et individualisée et de les ramener à un récit qui est un récit collectif parce que précisément il s'adresse intérieurement à l'enfant qui est en nous et que donc il retrouve les voies de cette candeur, de cette naïveté qui sont absolument essentielles dans les récits primitifs, dans les récits fondateurs. Si on n'est pas naïf au départ, il n'y a pas ce texte extraordinairement compliqué qu'est la Bible. Je veux dire, fondamentalement. Après, toute la complexité humaine peut y passer, mais au départ, il faut une adhésion qui soit une adhésion pratiquement enfantine. Voilà. Et d'autre part, dernier point sur lequel je suis en désaccord avec vous, l'industrie ne se contente pas de reproduire des schémas, elle les épuise. Et les épuise de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'autrefois, le règne d'un Ray Harryhausen qui nous a enchantés dans Jason et les Argonautes avec les combats de squelettes extrêmement primitifs maintenant, pouvait émerveiller 3 générations. Aujourd'hui, en 3 Harry Potter, on a épuisé une partie de Quidditch. Et on s'en fout de voir des cons voler sur un balai, pour dire les choses franchement. Voilà. Et donc, on oblige les créateurs à une surenchère dans non seulement l'imaginaire et la diversité des images, mais aussi dans l'utilisation de cet imaginaire. Donc, d'une certaine manière, le mal est le remède, on pourrait dire. Voilà. Et l'industrie, qui est horrible, je suis d'accord, je suis un ennemi avéré de Monsanto, par exemple, ce que n'est pas Valérie Sherman à l'animation. C'est sans OGM, ces films, est aussi un facteur qui est très important. Et c'est pour ça que je suis très malheureux à chaque fois que je vais à Annecy de voir cette espèce de frontière invisible qui existe, ce mur qui existe, entre la partie festival et la partie marché, parce que ce sont les mêmes gens qui, à un moment ou à un autre, vont franchir la ligne et vont apporter au marché ce qu'ils auront appris du côté du festival. C'est tout ce que j'avais à dire. Et inversement, c'est vrai, sauf que le marché, si c'est le marché de la série télé, c'est pas tout à fait. Oui. Alors, est-ce qu'il y a, on va prendre un tout petit temps, si vous souhaitez, d'intervention dans la salle. Donc, il y a 2 micros, donc Anne et Emmanuel sont là, si vous voulez prendre la parole. Donc, en respectant l'invitation de tout à l'heure, c'est-à-dire de vous signaler et puis de décliner votre identité pour que vous puissiez... Je voudrais bien dire encore un truc avant. Par rapport à ce que disait Georges sur les outils numériques, les outils numériques ou pas, ça reste des outils, on leur fait faire ce que l'on veut. Donc il ne faut pas, je ne peux pas entendre ça, de dire que c'est à cause du numérique que les films se ressemblent, par exemple. Non, c'est juste pas d'effort de la part des producteurs et des réalisateurs. Je veux dire, pourquoi nous on ne fait pas de films en 3D, c'est pas une volonté, enfin en 3D, donc en CGI, pas en relief, et qu'on les fait toujours en papier. Enfin là, pour la première fois, on le fait sur tablette, mais avec la technique traditionnelle. C'est juste parce qu'on aime le dessin et qu'on a envie d'avoir cette présence de dessin et que le dessin apporte une force au film, à l'histoire qu'on va raconter. Et tant que nous, on n'aura pas réussi, en tout cas chez nous, mais comme Pixar n'y arrive pas, je ne sais pas nous qui y arrivent avant eux, c'est de distinguer un dessin en image numérique, je veux dire en CGI, voilà. Et c'est parce qu'ils ne sont pas obligés. C'est pas les outils qui commandent, c'est pas vrai. Et ces outils-là, on peut tout à fait les détourner. Enfin, nous, en ce moment, on en fait l'expérience. Donc, il ne faut pas dire que c'est la faute des outils, c'est la faute des gens qui font les films. Voilà. C'est juste pour préciser un tout petit peu. J'ai essayé de donner des nuances dans mon propos, mais je ne suis pas radical. Je n'oppose pas l'industrie avec l'artisanat, etc. Simplement, il y a des faits et il y a des pratiques concernant l'épuisement de formes. Les cartoons, par exemple, c'est effectivement quelque chose qui montre cette richesse d'un vocabulaire, d'un langage cinématographique qui peut être créé par l'industrie
comme ça a été fait. Et c'est un exemple dans l'autre cinéma, dans le cinéma présidentiel. Je prends Hitchcock, comment il a fait avancer le langage cinématographique. C'est-à-dire, je ne polarise pas du tout. Simplement, et je ne suis pas du tout contre les outils. Je l'ai dit tout à l'heure, ce serait une aberration de naïveté de dire ça. Simplement, il y a souvent, par imprudence, souvent on constate que les outils, ils nous précèdent. Ils ont signé l'œuvre avant que l'auteur signe son propre œuvre. C'est cette différence-là que j'ai fait. Après, effectivement, j'utilise les mêmes outils. Et je ne suis pas du tout contre ni de l'industrie, ni de... Vrai quoi? Vrai que les outils l'ont emporté à un moment, c'est-à-dire le sense of wonder qui provenait de la capacité de signifier la poésie chez Méliès, à un moment a été une limitation, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? J'ai travaillé avec un mec qui s'appelait Zbigniew Rybczynski, qui était un type qui travaillait en superposition de couches, hein. J'ai fait un film avec lui, et ce type a disparu de la circulation. Il a disparu de la circulation parce qu'il n'a pas réussi à dépasser son médium, c'est-à-dire qu'il était, c'est un des premiers à utiliser le motion control, etc. Et il était coincé par ça, et il n'arrivait pas à dépasser, c'est ce que disait Valérie, à dépasser l'outil, et donc l'outil l'a mangé, d'une certaine manière. Mais c'était sa faute humaine à lui d'être limité dans l'utilisation de l'outil. Hein. C'est pas l'outil qui... il n'a pas disparu non plus. Hein. Il n'a pas disparu, enfin... Limite, quand même, ouais. Non, mais il n'a pas disparu, mais enfin, j'ai pas de nouvelles, moi, personnellement. Ah bah, personnellement, mais après, il fait des choses. Non, mais est-ce qu'il produit encore des choses? Il a une boutique qui fait tourner... Moi, je crois qu'il n'a plus rien produit depuis les années 90, en fait. Bah, il travaille, quoi. Je crois que, bon, puisqu'on parle de Rybczynski, c'est un exemple de quelqu'un qui a dévancé les techniques, qui les a domptées pendant quelques films. Après, effectivement, peut-être s'il a disparu, je ne sais pas s'il était aux États-Unis, il faisait des publicités, je ne sais pas. Mais il a fait plusieurs films, même des clips, les Imagine, etc. Il a toujours... et puis l'autre qui montre des figures qui tournent, je ne sais pas comment il s'appelle, c'était avant de son temps. Mais concernant Méliès, je ne sais pas si c'est vraiment un exemple, parce que c'était une époque de bricoleur, rien n'était installé, c'est lui qui tâtonnait un peu partout. C'est comme toujours au début des technologies. Ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle que... je crois que le paradigme qui provoque l'émotion, c'est les conflits, la lutte et le dépassement. La lutte avec les matériaux. Une bonne sculpture, c'est une sculpture dans laquelle on dépasse le marbre, la résistance du marbre, et on lui donne une vie. Alors, là, il y a quelque chose. Ici, c'est un autre outil, comme le marbre. Simplement, il faut le dépasser. Voilà, c'est un peu ça. Oui. Je voulais juste, en fait, un peu... oui, Jean-Jacques Lony, directeur artistique, réalisateur, voilà, enfin, vous avez qu'à googler. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je voudrais quand même, malgré tout, il y a une réalité dans le propos de Georges, même s'il est effectivement nuancé, le commercial, l'artistique, c'est évidemment flou. La frontière entre les deux. Néanmoins, l'utilisation des outils a tendance à créer des modèles qui sont, par la rentabilité de leur exploitation, influencent la forme qu'on voit tous les jours, y compris dans les œuvres d'art. Les fameux presets qu'on trouve dans tous les logiciels, les templates qu'on trouve dans tous les logiciels, c'est-à-dire en fait des effets préprogrammés. Ils existent dans tous les logiciels, et comme ils deviennent un petit peu comme... on est plutôt dans du collage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on, oui, on peut créer, on peut avoir une démarche qui va dépasser l'outil, mais ils sont quand même imposés à l'artiste, d'abord parce que c'est long d'apprendre un logiciel, et que l'utilisation d'un preset, c'est pas long. Et donc, il y a une espèce de pression du marché du logiciel, voilà,
de ces productivités que produisent ces presets et ces outils préprogrammés envers l'artiste pour les utiliser, et ça crée des formes. Les explosions sont toujours pareilles, les moteurs de mécanique des fluides sont toujours pareils, tous ces effets qui sont devenus quand même beaucoup plus subtils qu'il y a 20 ans et qui sont très sophistiqués peuvent noyer le poisson, on les utilise, ça crée une forme, et on retrouve toutes ces choses visuelles dans les séries télé, mais aussi dans les œuvres un peu plus créatives. Donc je pense qu'il y a, enfin en tout cas c'est à l'artiste et à l'homme de propos, c'est-à-dire l'artiste qui va s'intéresser plus au fond qu'à la forme, de se poser la question si cet effet, même si c'est un effet convenu, préprogrammé, est utile à son propos ou non. Le dépassement, c'est vraiment une question de propos et pas tellement une question de forme, parce que la forme, elle est quand même proposée, en tout cas les facilités sont proposées par les logiciels pour qu'ils soient utilisés par les artistes. Il y a quand même une vigilance à avoir, à ne pas se laisser simplement submerger par ces outils qui sont séduisants et merveilleux. Oui, bonjour, Alexis Huneau, journaliste. Je voulais revenir sur quelque chose, sur l'assujettissement du réel. J'avais l'impression que c'était un vieux débat et que c'était dépassé maintenant par rapport au film de prise de vue réelle, et tout à l'heure on en parlait en disant « Ah, la réalité encore », et cette espèce de débat un peu ridicule qu'on peut avoir en disant « Ah, Valls avec Bachir, c'est extraordinaire parce qu'on peut dépasser la réalité », alors que les films de prise de vue réelle, pour la plupart aujourd'hui, sont plus dans cette réalité qu'on pouvait avoir chez Romer ou chez des réalisateurs comme ça. Aujourd'hui, quasiment tout film de prise de vue réelle, j'exagère, mais en tout cas très rapidement, va utiliser de toute façon l'ordinateur pour transformer des petites choses, et donc on n'est plus dans cette subjectivité, cette objectivité du réel. Il me semblait que c'était quelque chose, en tout cas, qui allait être dépassé bientôt. Donc je ne comprenais pas. Voilà, question sur cette... Oui, tu as raison sur l'aspect l'hybridation. Je souligne un peu l'idée de la matière première, du matériau. C'est-à-dire, la distinction, je ne le fais pas sur ce qu'on dit, mais avec l'outil, le matériau, la matière première. Et cette matière première, dans un cas, témoigne, soit par l'image, soit par le mouvement, qu'il y a un auteur derrière, il y a un artefact. Quand je vois un dessin qui bouge, je comprends que ce n'est pas naturel, etc. L'autre côté, même s'il y a des techniques d'animation, par exemple dans un film de science-fiction, mais ou un film hollywoodien, si le décor est fait en trompe-l'œil, en image de synthèse, et moi je le prends comme si c'était une partie de l'abbaye filmée ici et maintenant, et ça a existé réellement devant l'objectif, je m'en fiche, ce n'est pas de l'animation, c'est-à-dire ce n'est pas l'idéologie de l'animation, c'est l'idéologie de la dissimulation. C'est pour ça que j'essaie de faire la distinction pas sur la technique, pas par rapport à la technique, mais par rapport à l'idéologie, à la conception, à l'approche. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que l'animation, est-ce que l'animation finalement ne devient pas aussi une réalité aujourd'hui, et le virtuel qui nous accompagne ne devient pas aussi l'une des réalités d'aujourd'hui finalement? C'est une écriture, et dans ce sens, c'est dans ce sens que je me suis permis de dire tout à l'heure que je ressens l'animation plus proche à la littérature qu'au cinéma, parce qu'il y a ce côté, on s'est débarrassé dans un cas et dans l'autre d'une espèce d'obligation de traverser une espèce de mensonge, si on peut dire. Je veux dire que le même débat traverse l'écriture, en fait. Il y a des écritures qui prétendent à un moment à l'objectivité, et il y a des écritures qui acceptent, à travers le style, à travers l'aveu des propres procédés, des propres trucages, et ça vaut aussi dans ça c'est un sujet incroyable, parce que c'est un sujet sans fin, même dans la pratique de l'écriture pour l'animation. Est-ce qu'on essaye de mimer quelque chose qui voudrait se faire passer pour réel, ou est-ce qu'on accepte de décrocher complètement du réel et de partir dans le grand imaginaire? Et très souvent, on est ramené à ça par des contraintes qui sont pas d'ordre formel, puisque maintenant on sait qu'on peut dépasser ça, mais qui sont par des contraintes d'ordre commercial, par exemple, qui sont des contraintes. C'est-à-dire que
on est bridé de tous les côtés, il faut opérer dans un espace qui est prédéfini, toujours. Puisque le contrat, en tout cas dans le domaine de l'animation commerciale, c'est-à-dire de quelque chose qui va monopoliser un budget pour aller finir dans un cinéma et être un objet de négoce, c'est toujours dans un territoire qui est déterminé à l'avance. Il n'y a pas d'improvisation. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un public, une cible. La première chose dont on parle quand on fait un film d'animation, c'est de dire est-ce que ça va être pour les adultes, est-ce que ça va être pour les enfants. Et souvent le réflexe, c'est de se dire quand c'est pour les enfants, c'est ouf. Parce qu'on sait qu'on va aller naturellement dans un mouvement vers l'enfance, et c'est plus simple d'écrire Loulou, je peux vous dire, et plus agréable même d'écrire Loulou, dans mon expérience personnelle, que d'écrire l'adaptation du livre de Roy Lewis qui s'appelle Pourquoi j'ai mangé mon père, qui est un truc qui a un budget tel que de toute façon il va falloir faire venir tout le monde, genre 4,5 millions de personnes, donc des adultes, etc. Et là, on porte un poids dans l'écriture, on n'est plus libre du tout. L'acte poétique ou l'acte créatif, il existe, parce qu'il est toujours à la base des choses, mais il n'est plus du tout dans la liberté du mec qui fait son court-métrage. Quand j'ai fait un court-métrage avec Val Gunvitz, je lui ai donné un scénario, 10 ans plus tard, il est revenu en me montrant le film de 10 minutes. C'était génial parce qu'il avait mis 10 ans pour faire le film. Alors moi j'avais honte de mon scénario parce qu'en 10 ans j'avais quand même pas mal évolué, mais il y avait quelque chose d'incroyablement poétique là-dedans. Mais ça serait merveilleux si on vivait 1000 ans, quoi, je veux dire. Mais là, on est contraint par des durées et par des données. Voilà. Comme on ne peut pas vivre bien, je passe la parole rapidement à Jacques Hermano. On prendra une dernière intervention. Non, par rapport à ce que tu dis, moi je ne crois pas que Bazin avait très bien fait ces distinctions entre des cinéastes qui croient à la réalité et des cinéastes qui croient à l'image. Je crois que ça reste valable. Et quand on voit des cinéastes comme Moussangso ou d'autres, ils ont toujours cette sensibilité à capturer des moments de la réalité, quand bien même une caméra numérique, ils pourraient faire 1000 trucages, ça ne les intéresse pas. Je crois que ce cinéma-là existe toujours, et c'est toujours des questions qui se posent. Ça marche. Oui. Arnaud Deminck, réalisateur et producteur de court-métrage d'animation. Alors Jean-Luc Fromental vient de répondre assez magiquement à ma question avant que je la pose. Mais je vais quand même, puisque j'ai le micro, je vais y aller. C'est pas facile de participer très rapidement à un débat aussi savant et passionnant, mais il y a un terme très prosaïque et fondamental que il me semble pas entendu, mais tu y réponds un peu, c'est format. C'est aujourd'hui beaucoup plus difficile de faire un bon film de 58 minutes d'animation qu'un mauvais film de 62. Et il y a des frontières en termes de format où des libertés sont circonscrites, où il y a une aliénation du format. Si vous voulez faire du long métrage, vous devez quasiment obligatoirement être narratif. Si vous ne voulez pas de narratif, vous êtes obligé d'être dans du court métrage. Mais si vous voulez faire un moyen métrage, c'est infinançable. Et donc le format a une implication fondamentale dans l'acte d'écriture. Et ça, je suis un peu étonné que vous n'en ayez pas plus parlé. C'est sûr, moi ça m'énerve qu'il n'y ait pas de téléfilm en animation, par exemple, c'est insupportable. C'est encore un truc qui nous échappe. Ça n'existe pas.